Donc, il nous revient à Christophe Yoko, secrétaire général du syndicat des négociants en art, et à moi-même, comme présidente du musée Guimet, d'introduire cette soirée. J'aimerais d'abord vous dire le plaisir que j'ai de pouvoir co-organiser sur votre proposition et avec un enthousiasme partagé cette soirée, parce que nous ne faisons pas assez de co-organisation. Je trouve qu'en France, les musées sont souvent d'un côté, les négociants en art de l'autre. Et là, face à des défis de civilisation comme l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos activités professionnelles, c'est bien, nous avons des activités qui ne se recoupent pas complètement, mais dans le même monde de l'art. Et je suis donc heureuse de pouvoir, avec vous, Christophe, et avec l'ensemble du syndicat, son président qui intervient tout à l'heure, ouvrir cette soirée qui, j'espère, en tout cas, pour laquelle les uns et les autres se sont donné beaucoup de mal pour faire intervenir des gens que l'on estime significatifs aujourd'hui dans ce domaine en lien avec l'art, et pour ouvrir ce débat. Ça n'est qu'une première fois. Il y en aura sans doute d'autres parce que l'évolution est rapide. Et l'autre fierté pour moi, c'est que Guimet soit au cœur aussi de cet engagement et cette innovation sur l'intelligence artificielle. Nous avons eu l'honneur d'organiser il y a à peu près 6 semaines à Samarcande une conférence d'une journée en marge de la conférence générale de l'UNESCO sur les musées et l'intelligence artificielle. Donc nous sommes chauffés sur ces sujets-là maintenant. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Christophe, je te donne la parole aussi pour co-introduire avec moi. Et en tout cas, merci de votre présence et de l'intérêt que vous avez montré pour ce programme. Bon, Yannick, d'abord, un grand merci et surtout qu'on ait développé ça en partenariat. C'est ça qui nous a beaucoup excités de travailler ensemble. Et j'ai beaucoup travaillé avec Édouard, qui va nous parler de son expérience de conservateur au musée et de ce qu'il a développé, où tous les deux, on a travaillé en fait à organiser cette table ronde. Bon. Alors, juste quelques mots. Alors, quelques mots. Moi, je vais être très rapide. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça ne marche pas. C'est pas la bonne diapo. Ah, voilà. Voilà. Alors, je vais prendre un autre chapeau maintenant, qui va être, imaginons, alors c'est pas très très crédible, imaginons que je sois un jeune marchand. Bon, c'est là où c'est pas très crédible. J'ai décidé de me lancer dans l'art asiatique. J'y connais pas grand-chose. Alors ça, c'est plus crédible. Je suis un autodidacte. Ça, c'est parfaitement vrai. Je parle dans ce domaine, hein, mais dans d'autres domaines, oui. Et je veux développer cette activité, mais avec mes faiblesses. En plus, alors je pensais recruter des collaborateurs, collaboratrices qui vont pouvoir me faire des descriptions, parce que c'est pas vraiment mon domaine non plus d'arriver à réaliser ça. Mais actuellement, je vais vous dire, c'est pas très très facile, hein. Les affaires sont compliquées, comme on dit, pour nous. Donc, quand j'ai commencé à faire mon budget, je me suis aperçu que je n'avais pas les moyens de recruter quelqu'un pour travailler avec moi. Donc, il fallait que je trouve un collaborateur qui soit pratiquement gratuit. En plus, l'avantage d'être très disponible, pouvoir travailler quand j'ai envie le week-end, je ne sais quand. Et donc, j'achète une pièce, cette tête de Bouddha, que je trouve très belle. Je ne sais pas ce que c'est. Je trouve ça très beau esthétiquement. Ça me plaît beaucoup dans l'art asiatique. Mais l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est j'ai un salon bientôt, il faut la vendre, donc il faut que j'ai des descriptions pour les collectionneurs, parce que c'est une vraie pièce de collectionneur. Et je me tourne vers ChatGPT. Donc je vais vous montrer en fait l'utilisation de ChatGPT pour décrire et en fait même commencer la vente de cette tête de Bouddha. Bon. Et je n'ai rien modifié au niveau des questions que j'ai posées.
Donc, la première question que je lui ai posée, on se tutoie parce que maintenant c'est un collaborateur proche, je lui ai dit, écoute, voilà la photo, je lui ai montré que la photo, je voudrais que tu me parles de cette tête, que tu me l'identifies, que tu me donnes des références, ainsi de suite. Alors, première chose, donc l'analyse, voilà l'analyse uniquement à partir de l'image. Donc, l'impression générale, c'est, là, je vous ai fait une capture d'écran, je n'ai pas voulu prendre le risque de faire ça en direct, mais on aurait pu. Donc, une capture d'écran de ce qui est sorti immédiatement, en quelques minutes, sur cette fameuse tête de Bouddha. Alors, le début, l'impression générale, grande sérénité du visage, bon, bah, c'est ce qu'on dit, nous, marchands, mais c'est classique, ça, c'est vrai quand même pour beaucoup de pièces. Bon. Mais après, on commence à rentrer dans une description beaucoup plus détaillée, et déjà une information intéressante, puisque j'en avais aucune, chevelure et l'unichat, les boucles larges et régulières qui font penser à des productions anciennes d'Asie du Sud-Est. Voilà une information qui commence à être intéressante. Là aussi, une œuvre où on voit pierre ou stuc, c'est vrai que ce n'est pas complètement évident à voir, mais une surface bien patinée, fortement minéralisée, donc ce qui veut dire qu'elle a été probablement enfouie pendant pas mal d'années. Bon, là, on n'en est pas à la datation, on parle d'Asie du Sud-Est, donc c'est encore très large. Alors après, datation avec prudence, donc mon collaborateur est prudent, c'est normal, on est plus proche, vous voyez, de l'Asie du Sud-Est continentale, donc on parle Thaïlande, Cambodge. Voilà. Et déjà, on parle de style. Le style de cette pièce, et je lui ai montré que la photo, je n'ai donné aucune information, le style de cette pièce semble être du Dvaravati tardif. Bon. Ce n'est pas une production moderne. Alors après, est-ce que l'authentification peut se faire à partir de ChatGPT? Ça, je ne sais pas. Alors il me dit, est-ce que je peux aller plus loin? Ça, c'est vraiment la question qu'il me pose. Donc bien évidemment, j'ai besoin de beaucoup plus d'informations. Et je lui demande, la notice de catalogue, ça me paraît quand même un peu tôt pour faire une notice de catalogue juste à partir de ça. Donc je lui dis, est-ce que tu peux avoir une datation et de comparer, puisque tu parles d'Asie du Sud-Est, Cambodge, Thaïlande et tout, est-ce que tu pourrais m'évoquer justement les différences, pourquoi on peut penser que c'est Dvaravati par rapport à Khmer. Première conclusion, là où il devient beaucoup plus affirmatif, c'est vraiment du Mon Dvaravati, Thaïlande, ainsi de suite, 7e, 8e siècle, qui est la période, en effet, Mon Dvaravati. Ça correspond tout à fait à ça, le matériau et tout. Voilà. Et donc, il affirme déjà, on est clairement hors du répertoire Khmer classique. Donc, j'en profite pour lui demander, pour comprendre, puis après, en tant que marchand, il faut que j'arrive à parler de la pièce, la différence avec le Khmer ou d'autres régions de l'Asie du Sud-Est. Et donc, je lui demande pourquoi il pense que c'est du Dvaravati, c'est intéressant. Donc là, de nouveau, en 2 minutes, 1 minute, voilà le texte que j'ai. Donc le visage plein, calme, introverti, vous voyez, un visage beaucoup plus structuré, moins autoritaire ou moins structuré, moins autoritaire que chez le Khmer pré-angkorien, ainsi de suite. Voilà. Les sourcils, l'un des marqueurs les plus sûrs du Dvaravati. Je me tournerai après vers le spécialiste dans ce domaine. Bon. Pareil sur les yeux, les oreilles qui sont longues, plus dessinées, ainsi de suite. Donc, il devient de plus en plus affirmatif sur une tête en pierre Dvaravati classique. Donc, on progresse dans la description. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Donc, sur la datation, il compare à d'autres, au Gupta, parce que dans le Dvaravati, il y a une influence indienne qui est évidente. Donc, c'est intéressant aussi de faire une référence par rapport à l'Inde. Et il parle de la qualité et il est prêt à me comparer avec, d'ailleurs, des... ChatGPT me dit, on peut regarder des pièces du musée Guimet. Donc, voilà. Donc, clairement, mon collaborateur est déjà allé au musée Guimet, a toutes les informations nécessaires. Voilà. Bon, mais avant de faire ça, moi, ce qui m'intéresse, je suis quand même un peu pressé parce que j'ai un salon bientôt. Il faut que je la vende. J'aurais commencé à envoyer des emails pour préparer, donc il me faut une description sérieuse. Et là, ce que je fais, je prends à droite des photos dans 2 ouvrages que j'aime bien sur la Thaïlande, sur l'art thaïlandais. Le premier, c'est Boisselier qui a fait un ouvrage très intéressant sur la Thaïlande. Donc, je lui photographie les premières pages du chapitre sur Mon Dvaravati. Et puis, ensuite,
Je prends bien évidemment l'ouvrage de référence dans ce domaine, le catalogue qui a été écrit par Pierre Baptiste, qui est là, sur cette exposition que j'avais beaucoup aimée sur Dvaravati. Donc là, pareil, je vais au chapitre, je prends plusieurs pages, je photographie, c'est tout bête. Je photographie et j'envoie ça dans ChatGPT. Et je lui dis maintenant, eh ben, écoute, il me faut un texte qui soit sérieux, qui soit complet, qui soit crédible. Donc, peux-tu me faire ça? Et là, voilà, de nouveau, en quelques minutes, le texte qui me sort. Et puis il me demande, est-ce que tu veux qu'on le mette dans un catalogue? Je peux te donner un format catalogue, format PDF, ce que l'on veut et tout. Je lui dis, le catalogue, malheureusement, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens. Donc, il me faudrait déjà un cartel, parce que je vais le présenter là dans quelques semaines. Donc, il me fait un premier cartel à droite, mais qui n'est pas très bon pour les salons que l'on fait. Je veux dire, il faut un cartel synthétique. Donc, je lui dis, non, mais je voudrais un cartel synthétique. Immédiatement, j'ai le cartel de gauche qui correspond bien à ce qu'on a l'habitude de mettre lorsqu'on présente une œuvre sur nos stands. Puis je me dis, puisqu'il me propose, d'ailleurs, il me dit, je peux te le faire en plusieurs langues. Donc je lui dis, pourquoi pas, en anglais, bon, ça c'est évident, et puis aussi en chinois. Bon, non pas que les Chinois sont vraiment amateurs de ces pièces, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc, immédiatement, j'ai le cartel que je peux utiliser en anglais et également en chinois, ou dans toutes les langues que nous souhaiterions. Et puis enfin, il faut le vendre, je ne vais pas attendre. Je vais regarder les clients qui pourraient être intéressés par ces pièces, par cette œuvre, par cette tête, et je lui demande de me faire un email, tout simplement, à lequel je vais rajouter les photos. J'aurais même pu lui demander, en lui fournissant les photos, de me les rajouter. Donc j'ai un email tout prêt. Donc finalement, en quoi? 10 minutes? Une tête, je ne savais pas ce que c'était. Ça, c'est pas, je sais quand même, hein, mais je parle pour le but de l'exercice. Il ne faudrait pas croire que je suis un marchand d'art asiatique qui ne connaît rien. J'ai réussi à avoir un dossier très complet, une description, le cartel et l'email. Alors après, la question quand même qui est très importante, c'est quelle est la qualité de cette description. Alors j'aimerais bien que Pierre Baptiste vienne quelques minutes. Alors Pierre Baptiste est le directeur des collections du musée Guimet, mais également, en ce qui nous intéresse, le grand spécialiste depuis quelques dizaines d'années de tout ce qui est Khmer et Thaïlande, entre autres choses. Bon. Alors Pierre, que pensez-vous? J'avoue que... Oui, non, j'avoue avoir été troublé par l'exercice. Je me dis que, bon, vous connaissez vous-même déjà très bien tout cela, donc je me demande jusqu'à quel point la nature des questions que vous avez posées à ChatGPT n'a pas eu une incidence sur la pertinence des résultats. Bon, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, vous êtes en capacité de réaliser la pertinence de ces résultats, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et en effet, c'est vrai que ces résultats, j'avoue, sont assez bluffants, pour utiliser un terme bien français. Il n'y a pas, dans les éléments qui ont été donnés, dans la logique des réponses, il n'y a pas d'erreur manifeste. Il y a des petites choses de détail, si on a envie de pinailler un peu, mais comme on le ferait d'ailleurs avec un collègue voilà, avec lequel on n'est pas toujours forcément d'accord. Mais sur le fond, non, j'avoue qu'il n'y a pas de problème majeur. Et c'est quand même étonnant, parce qu'après tout, cet art de Dvaravati n'est quand même pas si bien connu que cela internationalement. Je veux dire, il n'y a pas un nombre d'œuvres sur le marché de l'art aussi important qu'on peut en trouver dans d'autres domaines, je ne sais pas moi, de statuaires grecques ou romaines antiques, etc. C'est quand même un corpus d'œuvres beaucoup plus restreint. Donc oui, c'est assez fascinant. Ouais. Donc c'est bluffant et c'est troublant aussi.